Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. On est un peu en retard et c'est de ma faute, je finissais un post Instagram. Mais les gens ne le savent pas sur YouTube parce que cette vidéo est réalisée en direct sur Twitch. On l'enregistre en direct tous les matins de 8h à 9h, vous pouvez nous rejoindre et ensuite on rediffuse sur YouTube pour ceux qui ne sont pas là le matin. On sait qu'il y a quand même quelques personnes qui nous écrivent systématiquement en disant heureusement que vous repostez parce que moi c'est ma pause du midi. C'est des vidéos... Eh bien sachez que vous avez attendu un petit peu plus que d'habitude. Je mets pas le temps d'attente. Ce sont des vidéos qui sont évidemment faites plus tôt pour être regardées en direct, pour partager ensemble. Et d'ailleurs vous êtes nombreux à commenter dès le matin, à vous connecter et à nous dire bonjour. On a un bonjour collectif de pas mal de monde dès le lundi matin, ça nous fait plaisir, ça nous remplit notre journée aussi d'avoir ce rendez-vous quotidien, et c'est un rendez-vous effectivement qui se regarde un petit peu moins sur le long terme. Je pense pas qu'il y ait des gens qui regardent les matinales 6 semaines après leur sortie. Je ne sais pas, dites-le moi, hein, si vous regardez cette matinale longtemps après sa sortie, on voit les commentaires. Par contre, c'est un plaisir de pouvoir partager ensemble pas mal de domaines culturels puisque c'est celle du lundi, et dans celle du lundi, on vous parle du programme de notre semaine, des sorties jeux de société, des séries, des films que l'on va peut-être regarder au cinéma, soit maintenant pour ce qui concerne les films, si on peut se déplacer jusque dans les cinémas, soit un petit peu plus tard, si comme nous, vous les regardez une fois qu'ils seront diffusés, parce qu'on a rarement l'occasion de sortir en ville. On termine avec les bandes dessinées. Voilà pour le programme de cette matinale du lundi. J'espère que tout le monde va bien. Je regarde un peu sur le chat tous ceux qui se sont connectés et qui nous parlent. Floref, Fanny from Thailand, je sais pas. Thalandais, tu crois, peut-être. On a le droit de mal prononcer les pseudos sur le chat. Tanguy qui est présent, Steve de l'Alchimie du Jeu, Ombre-Lame. Un petit rappel d'ailleurs sur la semaine spéciale qu'on organise avec Tanguy, c'est bientôt, c'est en avril. Hein. Ah oui, c'est vraiment bientôt. Il reste de la place, mais très peu. Donc alors, si ça vous intéresse, dépêchez-vous. Notamment, on a une chambre avec 2 places et il y a une des places qui est occupée par une femme, ce qui est super parce que ça signifie... Alors on rappelle ce dont il s'agit. Il s'agit d'une semaine spéciale pendant laquelle vous allez pouvoir vous immerger dans la création d'un jeu de société si vous êtes créateur, créatif, si vous rêvez de faire des jeux de société, si vous avez des protos, et un proto tout particulièrement. Cette semaine-là, vous allez pouvoir avoir tous les conseils techniques, aussi le vivre ensemble qui est essentiel autour du jeu de société à travers l'expérience de Tanguy qui s'y connaît plutôt pas mal puisqu'il travaille chez Repopron notamment. Il nous reste une chambre dans laquelle il y a 2 places, dont une place qui est occupée par une femme. On est arrivé parce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes en tant qu'autrice de jeu. On a vraiment envie d'en avoir davantage, donc on est ravis d'avoir une réservation, mais la deuxième place logiquement de cette chambre là on préférait que ça soit également une femme. Oui, c'est plus logique. Et donc si vous connaissez ou si vous êtes vous-même créatrice de jeux de société, ça peut valoir le coup de participer à cette semaine-là. On n'est pas loin d'avoir tout rempli. Par contre, il faut se dépêcher, là, il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, je récapitule. Une semaine d'approfondissement, de création, de tests, d'apprentissage sur la création de jeux, mise en œuvre par Tanguy Gréban, qui est le directeur de l'école qui est en train de se monter à Bruxelles, Board Game Campus. Ça a lieu au chalet, avec accès à tout ce qui est ludothèque du chalet, repas au chalet, etc. Et donc, on a super hâte. C'est hyper génial cette semaine, on a hâte de la vivre et il reste un tout petit peu de place, dépêchez-vous. On enchaîne avec le programme de notre semaine, ce qui va se passer. Alors la semaine dernière, on n'a pas reçu beaucoup de monde en matinale, on a reçu du monde au chalet, mais peu qui étaient sur des créneaux de matinale en réalité. Donc vous n'avez pas eu l'occasion de voir nos invités. Et c'est rare. On les montre d'ailleurs, les invités de la semaine dernière, on va commencer par ça plutôt, montrer ce qui s'est passé la semaine dernière. Et c'est rare parce qu'on a eu des venues qui sont faites à la journée, c'est-à-dire les gens arrivaient le matin, repartaient le soir. Donc pas possible de vous les faire venir en matinale. Et donc on a Pandore Games qui est venu en début de semaine. Oui, exactement. Et ils sont venus montrer le jeu Taiki. Nous étions 3 à être venus chez Pandore Games, mais Guillaume était hors champ. Par contre, voilà, on a tourné la petite vidéo sur Taiki. On l'a pas fini encore ce matin, mais on essaie de vous la diffuser cette semaine très vite, puisque le jeu est déjà disponible depuis 8 jours. Il est disponible en boutique. Voilà pour cette petite vidéo qu'on a enregistrée. Je vous ai mélangé les 2 vidéos parce qu'on a vu également Musoka Studio qui était présent. Oui, et puis c'était Maxime de Musoka Studio. On a une petite photo qui montre tous les jeux qu'il a présentés parce qu'il est venu faire un showroom de tous ces jeux. C'était chouette, les jeux Musoka. Ouais. Et donc, voilà, derrière, vous avez une image que tu n'as pas montrée, je pense, qui
qui montre. Alors ça, c'est petit exclu parce que c'est l'intérieur d'un jeu Roommate qui est montré dans le showroom, mais qui n'est pas sur la photo et qui n'est pas encore en boutique, que j'ai bien aimé. J'ai vraiment trouvé ça très chouette. Et puis ici, voilà, c'est la mise en place de tous les jeux dont il a parlé, tous les jeux et puzzles dont il a parlé dans le showroom. C'était très intéressant. Donc ça, c'était vendredi, et puis donc ça, c'était avec Maxime, et après, il faut que je me rappelle des prénoms. Nous avions Adrien, donc, qui est l'auteur du jeu Taiki, qui était présent, donc Guillaume qui était hors champ, et nous avons, rappelle-moi, tu sais plus? Je ne sais plus. Ah, bon, j'ai bien lancé. Moi, c'est mon vrai problème, les prénoms. J'oublie les prénoms aussi, parce que ça se révise juste avant de lancer l'émission. Surtout comme ça, en me disant, vas-y, aide-moi, alors c'est sûr, ça me bloque complet. Ça a l'air tellement bien ces semaines de game design Le Chalet, nous dit Antoine Boza. Antoine, si tu es un jeune auteur et une femme, non, il reste une place pour un garçon aussi. N'hésite pas. Lénie Florian, donc la dernière image. Merci beaucoup, Brenda. Non, ça c'est Lénie et Florian, c'est les gens qui vont venir pour Big Moustache Games pour montrer le jeu Opération Zèbre la semaine prochaine. Ah d'accord, ok. Alors le programme de la semaine prochaine, on enchaîne. Aujourd'hui on fait une matinale spéciale sur les BD, les jeux, etc. On regarde ce que l'on va découvrir, ce qu'on va lire cette semaine-ci. Ensuite demain, Shadi Torbet. Cet après-midi déjà, je vais chercher Shadi au chalet. À la gare, il vient au chalet pour montrer toute la gamme des mini-imp. Les mini-jeux de la nouvelle gamme chez Impatience Game. On a hâte de voir ça. On en a déjà parlé, je me suis rendu compte qu'on en avait déjà parlé à Valménie en préparant l'émission. Oui, bien sûr. On en a parlé à Valménie, on en a parlé à Cannes, et cette fois les jeux sont là. On va pouvoir les ouvrir, on va pouvoir y jouer, on va pouvoir vous les montrer. On a fait du temps court, là on fera du temps long, c'est-à-dire que de temps en temps on a la possibilité de faire des petites pastilles dans certains événements, donc de découvrir, d'apercevoir des jeux, mais on a envie aussi de se poser, de prendre plus de temps autour de la table. Ça sera demain matin en matinale. Je ne sais pas si on arrivera à faire ce fameux Ultra Star qu'on promet toujours à Shadi à chaque fois qu'il vient. On a promis ça. Mercredi, matinale, top de février du GBL en compagnie de la boutique L'Entre des Jeux à Gap. Et un live événementiel en après-midi pour la sortie d'Opération Zèbre. Donc ça, alors Opération Zèbre, on avait cette possibilité de réaliser ça. Vous ne l'aurez pas en matinale, mais vous l'aurez en après-midal. À 17h. Donc on va s'amuser avec vous, ça marche très très bien ce genre de jeu en live. On va se connecter en après-midi plus tôt. Ah oui, alors tu disais non. Je faisais non à est-ce qu'il est encore là mardi. Shadi, non, il n'est pas là encore mardi, il repart le midi. En fait, tu ne le verras pas. Oui, bien sûr. Pour les gens qui se déplacent au chalet, oui. Et donc, dans ce live événementiel, qu'est-ce qu'on va faire à propos d'Opération Zèbre ? Déjà, on va vous raconter toute la création du jeu. C'est l'un des éditeurs, Lenny Landau, qui en est l'auteur. Je vous l'ai ramené, il est derrière. Donc Lenny Landau, il est à la fois éditeur chez Big Moustache Games et auteur du jeu et graphiste qui a fait la mise en page et l'illustration du jeu. Donc on va vous raconter tout ça, on va vous faire jouer. J'ai prévu des petites animations aussi, donc on compte sur vous. C'est vraiment un live qui vous fait participer, qui vous fait deviner. Et de quoi s'agit-il ? Opération Zèbre, c'est un jeu de culture générale, mais avec un principe un peu spécial. Parce qu'en fait, on va avoir des cartes avec plein d'informations qui permettent de faire deviner la chose qu'on cherche, à savoir soit un lieu, soit un personnage, soit de la géographie, enfin plein de choses différentes. Mais on va pouvoir les rayer comme on raye des dossiers au FBI. Et donc, on va laisser simplement certaines informations, plus ou moins d'informations, selon le fait qu'on veut gagner plus ou moins de points. Voilà ce qu'on va faire avec eux mercredi après-midi. On est dans un jeu d'ambiance et de culture générale, et nous ça nous manque souvent les jeux de culture générale, on adore ça avec Aline. C'est le genre de truc auquel on joue parfois, tu sais, sans forcément appliquer exactement le scoring. On s'en fiche un peu, on joue comme ça rapidement, et ça s'y prête tout particulièrement. On l'a sorti d'ailleurs à Cannes en soirée sans forcément regarder toutes les règles, mais en jouant rapidement, en prenant une carte et en se posant des questions. Jeudi, les actus ludiques avec Pénélope. Vendredi, matinale avec Benoît Bagnier. Ils viennent pour Shifters, donc on aura l'occasion d'y jouer la veille, d'enregistrer une vidéo, et puis le lendemain matin, alors on fera une matinale sans doute un peu différente de celle que l'on fait avec les éditeurs qui ne sont pas encore venus cette année, parce que là, il est déjà venu, Benoît, donc on s'amusera. J'ai pas encore réfléchi plus particulièrement, mais je sais que pour ceux qui reviennent, on passe dans une
autre phase. Il y a tous ceux qui sont venus nous présenter leur listing des jeux qui vont sortir. Il valide sa carte fidélité en fait. Voilà, tous ceux qui vont sortir sur l'année, ça on a fait les lancements de 2025, maintenant on arrive de la deuxième moitié de mars, on n'est plus sur les lancements de 2025, on est sur d'autres types de matinales. Voilà pour le programme de cette semaine. On va regarder maintenant les jeux qui sortent cette semaine, ceux que nous allons peut-être présenter sur la chaîne. Alors je sais que c'est déjà une erreur, tu m'as dit hier, je n'ai pas corrigé depuis, des jeux qui sont repoussés ou des jeux qui nous ont échappé, ça arrive chaque semaine, on en loupe à chaque fois, forcément. Bah oui, d'autant plus que Débo est là pour te surveiller et elle va voir que tu n'as pas changé. Mais tu aurais pu changer encore la date de on a accès aux deux, Aline. C'est vrai, c'est ma faute. Hier soir, je faisais complètement autre chose. Il est toujours là, Double Seven ? Je l'ai vu passer, j'ai vu qu'il est repoussé au 4 avril. Alors, les jeux qui sortent cette semaine. Donc, j'ai repéré un Coco Ninja qui est sorti, alors j'ai vu ça, je regarde pas mal d'informations, je recoupe les informations, soit des éditeurs qui nous annoncent leur sortie, soit des sites de vente en ligne qui également référencent les jeux de société. Et là, j'ai vu Coco Ninja annoncer notamment sur le site Le Doom. C'est pas pour leur faire de la pub spécifiquement, mais comme eux, ils annoncent les dates des sorties, ça nous permet de recouper un petit peu avec les informations qu'on a ailleurs. Évidemment, on vous conseille d'acheter d'abord en boutique si vous avez une boutique près de chez vous, et ensuite, si vraiment vous achetez en ligne, d'utiliser nos liens vers Philibert. Non pas que ce soit notre partenaire, mais simplement que ces liens-là sont affiliés sur notre site, donc ça permet de financer aussi un peu un monde de jeu. Un tout petit peu, hein, ça doit représenter, je ne sais pas, 0,5% de nos finances, peut-être, grand maximum. À deux pas, donc ça c'est chez... Collective Adventure Games. Tu vois, je fais un petit temps d'attente parce qu'à chaque fois je retiens pas mais le nom de l'éditeur. Là c'est bon, je l'avais, je pouvais t'aider. Ouais. Donc ça c'est des fascicules, c'est ça, ou c'est des boîtes de jeux? Parce que tu regardes comme ça, tu as l'impression que c'est plutôt... Là c'est des petits fascicules parce qu'en fait il y a plusieurs choses dans la gamme qui vont sortir et ça fonctionne souvent par deux. Et là c'est un petit jeu d'aventure du type JDR dans lequel on va compléter des choses. Il y a également un jeu sur le même thème, avec un peu le même genre d'illustration, où on se promène en France, qui est sorti et qui là est un jeu de société. Ensuite, on a Happy Mochi, qui sort chez Asmodée. Alors, c'est pas Asmodée l'éditeur, parce que c'est rare, c'est Zygomatic, enfin, c'est rien exactement le même, c'est un studio d'Asmodée. Donc, petit jeu d'ambiance avec des cartes, avec des numéros sur ces cartes. Est-ce qu'on l'a ramené celui-ci? Je crois pas. Hein. Non. Donc, on peut pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Ensuite, hop, on continue avec Dans la cour d'école. Ça, j'aimerais bien y jouer aujourd'hui, s'il y a moyen de trouver quelques minutes moi je sais bien, j'ai déjà joué et je peux J'ai déjà joué 2 fois. J'ai joué 2 fois, mais j'aimerais bien me remettre dedans plus particulièrement. Donc c'est un jeu dans lequel on va étaler des cartes sur la table qui font un feuillage d'automne. C'est vraiment pour se projeter dans un monde un peu de science-fiction en ce début de printemps. On n'est même pas encore au printemps. La science-fiction va pas très loin dans la cour d'école. J'ai pas mis d'image d'exemple, faut que j'en mette. Alors on peut vous expliquer, en fait vous avez des cartes avec un dos qui représente une illustration de feuilles de marronnier. Ces cartes, vous les mettez en fouillis sur la table et dans ce fouillis, vous allez justement fouiller pour trouver des objets. Vous allez chercher des billes, vous allez chercher, je sais pas, le genre de petits objets qu'on peut trouver dans une cour d'école et vous allez faire comme ça des collections. Voilà, c'est bon, l'image est trop petite même chez Philibert, mais vous avez des cartes qui sont au centre de la table, effectivement, dans lesquelles vous allez chercher. Voilà, pour ce jeu-là, hop, ensuite... Jeu de Rémi et Nathalie Saunier chez Ocaluda, pour vous en faire une petite présentation complète. Donc ça, évidemment, on est curieux, on prend, celui-ci, on peut en parler facilement. Double Seven, ça sort donc pas cette semaine, mais le 4 avril. Par contre, je t'envoie aujourd'hui Débo. Juste la règle pour l'instant. Je vais t'envoyer juste la règle que j'ai faite, dont je suis content. Ensuite, Fled, avec cette boîte si moche. Clemens Franz. Bah, je sais pas, tu trouves ça beau, toi? Ah oui, j'allais dire c'est exagéré. Ah bah non. Ouais. C'est Clemens Franz, l'illustrateur. C'est Mark Swanson, l'auteur du jeu. C'est publié par Matego. Mais bon, on se dit, c'est pas très très joli comme illustration, mais donc ça doit être très très bien. On essaie si d'échapper c'est comme aux les gardiens. Médicaments, tu sais, au pire est le goût, mieux tu vas guérir, plus vite tu vas guérir. On essaie de se sauver et de se libérer d'une prison victorienne, voilà pour le principe du jeu. Ah oui, mais j'ai pas du tout ressenti le truc victorien sur la couve, mais peut-être c'est bon. Leaders, donc celui-ci forcément il est très attendu, ça fait partie des... il y avait des grosses sorties cette semaine, entre Dans la cour d'école, Leaders, Daydream, ça fait déjà pas mal de sorties. Symbiose, Paperworld, qu'on voit en dessous,
Donc Leader, c'est un très beau jeu. Vraiment, l'édition, c'est la première chose qui fascine ceux qui le découvrent. On en a parlé avec Jules, notamment quand on a été chez lui. Il m'a sorti sa boîte en me montrant, mais je connais le jeu, Jules, c'est pas grave, mais il avait envie de remontrer à quel point c'est chouette, avec le petit tiroir à l'intérieur de la boîte, qui est vraiment, tout est bien réfléchi pour ce jeu tactique. Ce jeu de duel qui se joue qu'à deux, mais tactique, très tactique, puisqu'il y a un côté quand même... La boîte pourrait être magnifique, l'illustration magnifique et le jeu moyen, mais c'est pas le cas. Ouais. Donc tout est vraiment après, très chouette. Ça ne plaira pas à tout le monde, ce type de jeu. Voilà, mais c'est un avis que je donne. Caroline nous dit qu'elle a joué hier à Daydreams et qu'elle a trouvé ça excellent. Effectivement, Daydreams, c'est un roll and ride, donc c'est pas très surprenant comme type de jeu, ça va pas vous impressionner par son inventivité, mais par contre, si, quand même, au niveau de l'édition. L'édition est très réussie. Et donc voilà, c'est un plaisir à sortir parce que quand on a de très jolis jeux comme ça fait quand même partie du grand plaisir de sortir une boîte de jeux. Après, ça reste un roll and write, avec des numéros. On est un peu dans la famille d'un Trek 12 par exemple, puisqu'on va ordonner des numéros sur une grille, un peu comme dans Trek 12, on ne fait pas les mêmes calculs à l'intérieur, mais c'est cette famille-là. En tout cas, il réussit sa promesse visuelle parce que on lit dans le chat, il est agréable, il a l'air chill, et je pense que c'était vraiment leur volonté. Mais ça se sent en fait. C'est marquant en réalité parce qu'on n'y pense pas suffisamment, mais dans l'édition de jeux de société, l'impression que tu as au moment de l'achat, même au moment de voir uniquement la couverture de jeu, et sur celle-ci c'est très fort. C'est une impression de sensation de jeu aussi. Tu te dis, ça je vais le jouer dans tel cadre. C'est pour ça que c'est tellement important de réussir une édition. C'est qu'il faut réussir à convaincre aussi les acheteurs de se positionner dans une situation de jeu qui nous plaît tout simplement. C'est très réussi aussi, disons-le, sur les jeux de Tiki comme Double Seven, puisque là aussi on arrive à se projeter sur, si ça c'est les jeux pas de midi mais de la sieste par exemple, de l'heure du thé, ou je ne sais pas, je vais y jouer très rapidement, ça va être simple, ça va être des moments relativement chill. C'est réussi sur Daydreams, donc c'est réussi sur Leaders aussi. Voilà des jeux qui sont bien édités. Donjons et Chatons, là on est sur du jeu de rôle, donc aux sources de la magie. Donc voilà, c'est la suite de ce jeu qui rencontre un gros succès actuellement. On continue avec Mime Masters. Tu as joué toi, Mime Masters? Parce que moi je l'ai vu jouer, mais je n'ai pas joué. Oui, j'y ai joué, et puis comme je l'ai déjà raconté, j'ai l'impression que je raconte en boucle la même chose. Mais ils étaient à côté de nous sur le stand à Cannes. C'était vraiment le stand qu'on voyait le mieux, juste en face d'une autre. Et à chaque fois qu'on passait devant, moi j'avais envie de me coller derrière les groupes qui étaient en train de faire l'animation et de mimer avec eux. Super sympa ce jeu. Ensuite, Symbiose. Parce que le principe du jeu, ça va être qu'on fait mimer aux autres par la parole. Donc on leur dit, lève un bras, tourne la paume vers le haut, remets ta main sur le coin de ta tête, enfin voilà, ce genre de choses. Et il faut que les personnes qui sont en train de mimer arrivent à trouver ce qu'elles sont en train de faire. C'est très rigolo. Symbiose, on l'a reçu juste là. C'est mis derrière du coup, non? Ah non, il est rangé là, mais je peux aller le chercher si tu veux. Non, du tout. On l'a juste... C'est juste à côté. Tu vas montrer la même chose que là, la boîte. C'est donc un jeu de cartes rapide. J'avais hâte de le découvrir parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est la nouvelle sortie Subverti. Très bien, on va essayer de se trouver un petit moment aussi pour jouer à tout ça. Il y a pas mal de jeux qui sortent en ce moment. Jérémy Partinico, Christelle Partinico et Baptiste Pérez pour l'illustration. Petit jeu de cartes, très simple. Ensuite, nous avons Paper World qui sort également cette semaine. Et on a une vidéo qu'on vous diffuse sur la chaîne cette semaine, peut-être même aujourd'hui. J'attends la réponse de l'éditeur pour savoir si c'est aujourd'hui qu'on vous la met en ligne. Mais le jeu très simple qui est signé par Benoît Turpin et... Je vais essayer de le trouver de tête parce que ça serait mieux quand même. Du coup, Benoît... Est-ce que c'est Florian Cyriax? Si c'est ça, ils ont... Alexandre Aguilar, je suis nul. Je le savais. Donc c'est pas du tout un roll and ride, contrairement au précédent jeu de ces deux spécialistes du roll and ride, puisque Alexandre Aguilar avait fait Captain Wars et Benoît Turpin en a fait plein, dont évidemment Welcome. C'est un jeu de cartes dans lequel on va faire son petit tableau devant soi. Oui, c'est une autre des catégories que l'on voit très régulièrement, avec une boîte qui est en découpage. La première boîte en découpage publiée par Lumberjack. Ça devrait être également d'Alice qui sortira un peu plus tard. Et c'est illustré par Olivier Derueto, magnifiquement illustré, c'est super chouette.
très joli jeu. On vous a fait une vidéo qui sort donc aujourd'hui, dans laquelle je me suis amusé au début. Il la loupait pas, Martin, il s'est vraiment fait plaisir. Bon, après je sais pas si c'est indispensable, mais bon, je me suis amusé au début, vous savez, ces fameuses 30 secondes d'avant le générique, je mets quelques blagounettes dans nos vidéos, et là j'avais rien dans l'enregistrement qui me semblait utile à mettre, donc j'ai réenregistré un petit truc, vous irez voir. Je vous dis pas quoi. Ito. Ah ben, ça je connais pas. Voilà, je vous ai fait un ah ben, mais derrière il n'y avait rien. Je ne connais pas, donc je ne me suis pas concentré dessus particulièrement, donc je lis en direct ce dont il s'agit. Reliez les fils de vos pensées dans Ito. Ah, j'aime bien parce que moi j'ai plein de pensées. Ito est un jeu d'ambiance coopératif. Ah, j'aime pas parce que c'est coopératif. Non, ça veut rien dire. Sur les jeux d'ambiance, ça peut être très bien. Où vous et vos amis obtiendrez chacun votre propre numéro secret que vous devrez ensuite essayer de mettre en ordre, en groupe, en fonction des indices que vous donnerez en rapport avec le thème choisi. Ouais, et comment on donne des indices ? Effectivement, quand on lit ça, on se dit il y a un petit côté top 10. Tu crois ? Bah, c'est ce que dit Rachel. Et si effectivement il faut estimer par rapport aux autres. On révèle un thème commun à tous, la taille des animaux, chaque joueur pioche. Donc le dos de boîte est plus parlant que le petit résumé. Faire correspondre vos valeurs avec le thème. Vu ma carte, je dirais éléphant. Ah oui, ça fait très top 10 même. Hein. C'est pas un petit côté, c'est un énorme côté top 10. Top 10. Je vais dire lapin parce que j'ai 10. Ok. Ben, j'ai l'impression que c'est... Tu vois la différence avec top 10 Oui, d'après ce que je lis là, c'est top 10 sans la créativité. Parce que là, si tu dis un seul mot, ben du coup, tu vois, si tu dis juste lapin, baleine, flamant rose, ben ça n'a rien à voir avec ce que tu mets en jeu quand tu fais une partie de top 10, où tu interprètes, où tu... Ouais, il y a plus, d'après ça le dépend dos des de thèmes boîte, peut-être. hein, peut-être. Mais il y a plus de numéros que dans le top 10. Moi, je vois surtout ça comme différence. Ensuite, nous avons Zenith. Oui, c'est la bonne semaine cette fois-ci, Zenith. River Valley Glassworks, qui moi, ça me tente bien. J'ai très envie d'y jouer, de le découvrir. Dans la matinale de jeudi, Pénélope nous a dit ouais, bof, sans plus, mais j'ai quand même envie d'y jouer. Je ne m'arrêterai pas à l'avis de Pénélope, je lui fais confiance là-dessus, évidemment. On est curieux d'échanger sur des avis, mais c'est le matos, moi, qui me fait envie aussi. Et voilà, c'est le genre de jeu où j'ai pas peur d'être déçu en réalité, parce que le fait de manipuler le matériel me suffit à me créer des envies, tu vois. C'est Trivière avec des petits jetons. Moi, ça me parle visuellement. Bon. Je préférais qu'on m'en dise du bien, évidemment. Finspan, la suite de Wingspan, version poisson. J'ai pas aimé les deux premiers, donc je suis pas spécialement impatient de découvrir celui-ci. A priori, ça va être un peu la même chose. Video Game Champion. Donc ça, je ne connais pas spécialement, le thème ne m'attire pas plus que ça. Et enfin, Zenith, qui paraît donc cette semaine. Ouais, alors là, moi, j'ai tellement hâte. Enfin, je suis contente pour que ça sorte, mais oui. J'adore Zenith, c'est génial. Il nous reste la vidéo. C'est vrai que la vidéo par équipe qu'il faut qu'on vous diffuse également. Voilà pour le programme des sorties de la semaine. Grosse semaine en jeu de société, parce que entre ceux qu'on ne connaît pas, qui sont peut-être très bien pour certains, ceux qu'on connaît et qu'on aime bien, entre Paper World, Mime Master, Daydreams, Leaders. Dans la cour d'école, je ne cite pas évidemment Dual Seven parce que c'est pas cette semaine. Ça fait pas mal de jeux. On peut pas tout acheter. Je sais pas lequel je vous conseillerais en priorité. Zenith évidemment, Paper World c'était chouette, Leaders évidemment, Daydreams c'était chouette. J'ai vu tout, super, très constructif. Ruinez-vous cette semaine. Ouais. J'aime pas Zenith, nous dit Laura. Bah oui, alors là-dessus, c'est vrai que c'est... à force de donner des conseils, de dire c'est très bien, on a une sorte d'universalisation des goûts. C'est pas du tout le cas en réalité. On est tous très différents là-dessus. Et je vous l'ai dit en disant, moi, Finspan, j'ai pas trop aimé ni Wingspan, ni Wyrmspan, c'est pas des jeux qui me plaisent particulièrement parce que intellectuellement je m'ennuie pendant la partie, c'est-à-dire que j'ai l'impression que mes choix sont un peu automatiques. Mais ça c'est très personnel, je sais que le jeu est excellent puisque je sais qu'il y a énormément de joueurs qui s'y plaisent, le matériel est chouette. C'est ça le but d'un jeu de société, c'est de réussir à réunir pas mal de joueurs qui prennent du plaisir autour de la table. Donc le jeu est excellent, c'est un constat qu'il faut faire. Après on a nos goûts personnels et nos goûts n'ont rien d'honteux. Plus personne ne veut jouer avec Rachel sur Zenith. Ouais, tu connais quelques joueurs quand même, je pense quand même. Il y a moyen de trouver reviens au chalet, ça fait trop longtemps que t'es pas venu. Gros coup de cœur pour toute l'équipe sur Zenith, nous dit Tanguy. Je vois ce qui marche, mais pas pour moi clairement. Bah, tu sais, Laura, j'ai tellement de jeux que les gens adorent et que moi je n'aime pas. J'en ai énormément je pourrais en lister pendant des heures et on a tous ça.
C'est tout à fait normal. Et puis même, parfois, on a des envies de changement. Moi, ça m'arrive assez régulièrement d'avoir envie de ne pas rejouer à un type de jeu que je connais déjà, que j'ai déjà beaucoup fait. Il y a des périodes pendant lesquelles on est plus sensible à certains jeux, certains films, certaines bandes dessinées. On va continuer à parler justement en abordant les séries. Et des fois, quand tu as entendu beaucoup de bien d'un jeu et qu'à toi, il ne fait pas d'effet particulier, c'est encore pire. Moi, ça m'était arrivé sur Brian Boru. Je crois que ma déception était encore plus forte du coup. Je lisais partout que c'était si extraordinaire que quand on aimait ce type de jeu, ça allait forcément révolutionner nos coups de cœur et tout. Et moi, j'ai joué, je me suis dit, ah oui, bah bof. Et du coup, d'avoir entendu partout que c'était si incroyable, ça m'avait presque plus déçu que le jeu lui-même. En ce qui concerne les séries, on va commencer par regarder celles qui sortent cette semaine. Donc, comme d'habitude, vous pouvez vous connecter directement sur notre site. Donc, vous tapez la page, l'article n'est pas encore en ligne au moment où nous enregistrons la vidéo. Par contre, au moment où on la rediffuse évidemment sur YouTube, c'est disponible. Mais en réalité, vous pouvez y accéder. Il suffit de taper la date dans l'outil de recherche du site amondedejeux.fr et aussitôt, vous aurez l'article qui va popper et vous pourrez regarder si vous voulez voir notamment les bandes annonces. Et c'est drôlement pratique, moi, je trouve, cet aspect-là, parce que c'est la première chose que je fais quand je prépare cet article du lundi. Je vais chercher toutes les bandes annonces, je les liste et après, je les regarde les unes derrière les autres. Et c'est vrai que c'est agréable pour de créer des envies, notamment en ce qui concerne le cinéma. Et les séries qui sortent cette semaine, donc vous voyez, vous avez les entrées, il suffit de cliquer sur la petite flèche pour regarder derrière ce dont il s'agit et la bande-annonce si vous voulez regarder. La première, on va passer assez vite sur les sorties de la semaine. Dub Girls, c'est une série Canal+ française qui nous emmène à l'époque de la Première Guerre mondiale. En 1918. C'est pas celle qui nous a attiré le plus, c'est peut-être très bien, mais en regardant la bande-annonce, on n'a pas eu une hype de fou. De toute façon, il faut choisir parce qu'il y a tellement de choses. Et nous, en plus, avec le chalet, on a tellement peu de soirées que forcément, il y a une sélection. Moi, ce qui m'intéresse dessus, c'est 1918, c'est la date. Cette époque-là, j'aime bien me plonger dans des époques qui sont différentes. Ce qui m'attire un peu moins, mais ça, c'est très personnel, c'est le trafic de drogue et affrontements entre la police et les gangs. En ce moment, les histoires un peu sombres m'attirent un peu moins, mais ça, c'est avant de regarder, parce que des fois quand on lance, on se rend compte que nos impressions ou nos envies, il faut parfois passer outre. La Résidence, celle-ci, elle te tentait, toi? Elle me tentait, et puis après, j'avoue qu'en regardant ce qui était marqué, j'avais regardé la bande-annonce, je m'étais pas rendu compte que c'était Shondaland. Et en fait, j'ai pas tout aimé de ce qui a été fait précédemment, et notamment, j'avoue, moi je suis pas super fan de Brit Garton. Et c'est la même productrice. D'accord. Oui, et donc, il y a des fois des choses, je trouve des fois que c'est un petit peu too much dans ce qui est fait. Et c'est un too much qui me plaît pas plus que ça. Donc, voilà. Mais pourtant, je pense que j'irai regarder un morceau de la Résidence, au moins pour voir. Oui. Quoi. C'est très stylisé. Hein. Moi, c'est presque ça qui m'attire le moins. C'est un poil... Enfin, mais c'est de la bande-annonce, on se rend pas compte. Hein. Mais au niveau de la réalisation, c'est dans un style très contemporain, on va dire. Et j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça plusieurs fois. Happy Face, donc celui-ci, pourquoi on l'avait sélectionné, il faut que je me recale par rapport... Ah oui, c'est une jeune femme qui se rend compte que son père était un serial killer. Ouais, pourquoi pas, le thème, c'est peut-être celle qui m'intéresse le plus cette semaine, moi. Ça sera sur Paramount+. Voici pour les 3 séries qu'on a notées sur les sorties de la semaine, et nous on a regardé des trucs, mais forcément pas des sorties de la semaine, des sorties précédentes. Donc toi, tu as commencé par 1923. Alors, j'avais attendu pour pouvoir en regarder plusieurs épisodes d'un coup, et cette fois je suis à jour sur ce qui est diffusé en ce moment. Donc sortie fin février. Ah non, parce qu'hier soir il y en a une qui est apparue, et celle-là je ne l'ai pas vue. Alors moi je suis assez fan justement pour le coup de tout ce que Tyler Sheridan peut produire. Généralement au moins je suis curieuse d'aller voir. Et 1923, c'est, je pense, ma préférée dans cet univers de Yellowstone, parce que j'ai l'impression d'être à un spectacle. Tout est spectacle pour moi là-dedans. Déjà, les images sont fabuleuses, j'ai vraiment l'impression. Moi, c'est ma préférée de la série. Les autres, je les ai regardées d'un œil de loin pendant que tu regardais en faisant autre chose. J'ai vraiment l'impression qu'on m'éblouit, comme si j'étais immergée dans un truc où chaque image, chaque chose a été travaillé. Et en tant que spectacle, ça a également son... Enfin voilà, je comprends pourquoi on peut moins l'aimer, celle-là, comme le dit Rachou
comme le dit Rachou, on peut moins l'aimer parce que justement tout est spectacle, donc les rebondissements vont être incroyables, Oui, les personnages vont avoir ils sont un peu stéréotypés, c'est-à-dire le bon il est vraiment incroyable et courageux et beau et magnifique, et le méchant il va être incroyablement pervers et méchant. C'est déjà le cas de Yellowstone. C'est déjà le cas de Yellowstone, je pense que c'est encore plus le cas dans 1923, mais j'ai l'impression que tous mes sens sont au taquet, c'est-à-dire c'est émouvant, c'est magnifique, j'en prends plein les yeux. Il y a vraiment ce truc de spectacle total sur 1923. Et là, on a des personnages nouveaux qui arrivent puisqu'on est saison 2. Et saison 2, il y a un personnage qui est nouveau. C'est une shérif, une femme qui est shérif, qui est basée sur un personnage réel, qui est interprétée par Jennifer Carpenter. Et Jennifer Carpenter, on la connaît parce qu'elle joue Deborah Morgan dans Dexter. Et c'est ça qui est génial avec ce producteur-là, Taylor Sheridan, c'est qu'il choisit les bons acteurs pour nos sentiments de fans, en fait. Parce que cette personne qu'incarne Jennifer Carpenter, elle nous fait énormément penser à Deborah Morgan. C'est-à-dire, c'est une femme, elle travaille dans la police, elle est cash, elle dit des gros mots tout le temps. Elle est moins rigolote, hein. Elle est moins rigolote, mais on sent qu'il y a un clin d'œil au personnage précédent. On sent que c'est fait exprès, qu'il l'a pas choisi par hasard. Et nous, on est contents. Enfin, moi, perso, je suis contente de la retrouver. Alors oui, Simon, on peut tout à fait commencer Yellowstone par 1923. Après, on peut faire dans l'autre sens aussi, évidemment. Non, si tu veux le faire dans l'ordre, il faut le commencer par 1883, du coup. On l'a vu, celle-là ? Ah, oui. Elle est incroyable. Et d'ailleurs, la voix off qui parle sur Yellowstone et sur 1923, c'est un personnage de 1883. Donc, mais je pense que s'il pose la question, Simon, c'est peut-être aussi parce que l'époque contemporaine le botte un peu moins, qui est plus dure, qui est plus américaine. Encore. Alors, ceci dit, 1923, la première saison, c'est des grandes images, c'est un grand spectacle, tu as l'impression d'être au cinéma, c'est extraordinaire sur ce plan-là, donc c'est très divertissant. Si vous recherchez du divertissement, vous allez le trouver. En termes d'intrigue, il y a quand même toute une fin de saison. Je me suis dit, mais ils en font 10 fois trop, cette histoire d'amour. Dans 1923, saison 1. Je l'ai dit. La fin de la saison 1, franchement, c'est un peu grotesque. Mais c'est toujours le cas, en fait, avec ce producteur-là. C'est toujours un peu too much. Oui, c'est toujours un peu too much. Tu sais, des fois, tu fais le too much, mais tu dis, c'est comme du Tarantino. C'est too much, mais rigolo. Là, à un moment, tu passes un peu dans le grotesque. C'est too much, mais grotesque. C'était too much, mais fleur bleue. Mais moi, ça m'allait quand même. Donc, quand t'aimes pas ce côté un peu trop américain, là, je crois que c'est le cas de Pénélope. Très souvent, quand on discute de cinéma avec elle, elle nous dit, moi, j'aime pas quand c'est trop américain, ça me plaît pas. Là, c'est clair que c'est pas pour elle, donc c'est pas pour ce type de spectateur. Après, elle l'a justement regardé et aimé, je crois, 1923. Ah, d'accord. Parce que, okay. Justement, il se trouve qu'elle l'a regardé. Alors, je crois qu'elle en avait un peu marre des câlins bisous des deux héros jeunes, mais qu'elle a beaucoup aimé Harrison Ford et Helen Mirren, qui interprètent super bien leur... Alors, trop de saisons dans Yellowstone aussi, oui, ça c'est puis en plus c'est vraiment c'est ce qu'on appelle un feuilleton. C'est une sorte de multivers Yellowstone quand même. Ouais, je suis d'accord. Après, moi, ça m'arrive très souvent de regarder la première saison d'une série. Ça a été le cas sur Dexter. J'ai regardé la saison 1 et j'ai essayé la 2, puis je me suis dit, c'est n'importe quoi. Et j'ai pas suivi Dexter. Toi, je sais que pour toi, c'est dramatique. Mais non, c'est pas grave. Je te garde quand même. Une saison m'a suffi. Après, on déroule la bobine et je suis moins fan. J'aime bien la découverte, moi. C'est pas impossible de regarder qu'une saison. C'est plus compliqué, effectivement, sur un Yellowstone où le but, c'est de suivre l'aventure sur le long terme. Parce que, en fait, pour en résumer l'intérêt de pourquoi il y a toutes ces saisons différentes et toutes ces embranchements, pourquoi il y a 1883, 1923 et Yellowstone, parce qu'on suit l'histoire, c'est une épopée, en fait, on suit l'histoire d'une famille qui s'est installée sur des terres, sur un ranch à Yellowstone. On les suit depuis qu'ils sont des colons qui font qui traversent l'Ouest pour s'installer, jusqu'à aujourd'hui avec la série qui est incarnée par Kevin Costner. Et donc c'est pas mal effectivement, Simon, de commencer par 1883 parce que c'est pas trop long, il n'y a pas des tonnes de saisons pour l'instant, et si tu as envie après d'aller plus loin, ça sera plus par plaisir. Donc, c'est la plus historique et la plus... c'est pas qu'elle est violente, c'est qu'elle est réaliste. La 1883, moi franchement je pense que j'ai une espèce de match de préférence entre 1923 et 1883 que clairement je place au-dessus de Yellowstone avec Costner. Oui, moi aussi. Ensuite, j'ai regardé, moi, Liars Club, ce divertissement sur Amazon Prime qui reprend un peu un concept qu'on a déjà vu sur YouTube, dans lequel des influenceurs, des célébrités, des people se racontent des anecdotes, il faut trouver laquelle est vraie.
Voilà pour le concept. Alors c'est un concept qui existait notamment sur la chaîne de McFly et Carlito et que j'aimais bien sur cette chaîne. C'est ce genre de vidéo où tu es en train de faire autre chose, tu te dis tiens je lance ça par curiosité parce que tu surfes sur internet, c'est pas très bien filmé, mais c'est rigolo, il y a une bonne ambiance, tu as l'impression d'être chez les gens, de participer à une sorte de jeu de société d'ambiance et c'est très divertissant à regarder. Par contre, cette version hyper montée, hyper produite et avec des people sur Prime, alors je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça marche pas. Moi, j'ai pas du tout accroché dedans. Il y a une voix off qui recopie un peu ce qu'on a vu dans plein effectivement, de ce que dit Mélodie, dans plein de programmes actuels. Et qui je trouve, c'est un peu de la copie, c'est un peu une liste de recettes. Alors, c'est marrant comme la même idée, sous-produite chez McFly et Carlito, qui a déjà une production quand même. Ça m'amuse, ça me divertit parce que il y a une sorte de proximité qui s'installe et qui est très sympathique. La même idée surproduite avec un lieu incroyable, des caméras et un montage de dingue, une voix off, je trouve j'ai trouvé ça nul, vraiment, ça m'a pas plu du tout. Ça permet aussi de réfléchir derrière ce qu'on fait nous dans nos formats. Nous, petits youtubeurs, c'est vrai que des fois, il y a une limite à la production, à la surproduction de ce qu'on fait quand c'est des petites idées. Le fait de les produire, de les filmer avec un smartphone, d'aller vite et de pas trop monter, c'est pas absurde. C'est pour ça que je ramène pas tout à moi, mais simplement je réfléchis à ce que je fais naturellement. C'est pour ça que des formats live, ça a du sens parfois. C'est peut-être pas la peine d'en faire trop sur certaines choses assez simples. J'en tire cet enseignement, j'ai pas forcément raison, c'est juste pour vous partager le fait que finalement je ne vous conseillerais pas cette vidéo. Et des fois quand je suis en train de terminer un dessin de presse, je cherche un truc assez facile à faire, j'ai plus qu'à dessiner, j'ai plus besoin de réfléchir, j'ai besoin de m'aérer le cerveau, je cherche un truc où j'ai pas besoin de regarder, je peux juste écouter, et là je vous avoue qu'hier je savais plus quoi faire. Il y a tellement de trucs dans tous les sens, je savais plus trop quoi regarder, quoi suivre. Alors moi j'ai aussi fini Dexter dans le même temps, et on est à jour sur The Pitt, on n'en a pas parlé, mais on continue à être assez entraîné par The Pitt. Je trouve que j'ai toujours envie de voir la suite. Enfin, j'ai regardé Adolescence. Alors, j'avais pas prévu, on vous l'avait annoncé la semaine dernière, cette série-là, en 4 épisodes seulement, d'1 heure à chaque fois, donc ça fait quand même 4 heures de vidéo. J'avais pas prévu de la regarder spécifiquement, mais je suis tombé sur Facebook, les fameux conseils d'amis qui sont importants, qui sont essentiels, sur un conseil d'un ami, de Guillaume Papin, qui a laissé un petit message sur sa page Facebook en disant cette série-là, waouh, j'ai regardé pour le concept et je suis resté pour l'histoire. Et le concept, je ne le connaissais pas en fait, on avait juste vu le thème quand on vous l'avait annoncé la semaine dernière. Il est fascinant ce concept, c'est-à-dire que les 4 heures de programme, les 4 épisodes d'1 heure, sont enregistrés en un plan séquence à chaque fois, c'est-à-dire que le caméraman tient sa caméra et il se déplace dans des lieux. Alors c'est une histoire très rythmée, très intense. Il s'agit au début du premier épisode de la police qui débarque chez l'habitant pour aller arrêter un adolescent qui est suspecté de crime. Voilà pour le concept de cette émission. Donc on suit évidemment la famille, le choc que cela représente. On suit tout ça, mais systématiquement filmé au point. Donc vous allez vous dire, c'est quoi ? C'est une façon de filmer comme on a eu pendant une certaine période, dans les années 90 notamment, tu sais, toutes ces tentatives de films filmés au point, à la caméra au point, où ça bougeait beaucoup. C'est pas forcément ça. C'est simplement un long plan séquence, c'est très bien filmé, c'est très bien rythmé, mais ça crée effectivement un rapport au réel qui est assez impressionnant, parce que notamment quand il y a une conversation entre deux personnages, vous n'avez pas la caméra qui passe de l'un à l'autre en permanence, elle est fixée sur une seule des deux personnes qui parle, vous ne voyez pas celle en face, vous l'entendez simplement, mais c'est concentré sur les émotions d'une personne, et puis surtout on se demande mais comment ça a été fait, parce que 1 heure de série, c'est long quand même, 1 heure. Donc il faut réussir à rythmer. Et alors vraiment, ça commence par cette arrestation au domicile de l'adolescent en question. Et ensuite, on l'emmène au poste de police. Donc on rentre dans la voiture avec l'adolescent, on fait le parcours en voiture, on arrive au poste de police, on s'arrête sur un personnage, on suit quelqu'un qui rentre il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce, après on le suit pour passer dans une autre pièce. Et vraiment, ça marche incroyablement bien, ça crée du réel, c'est impressionnant cette réalisation. Et en lisant effectivement les petites interviews que j'ai vues à droite ou à gauche, pour pouvoir filmer ça comme une pièce de théâtre, parce qu'on est dans les mêmes conditions, ils ont dû
Répété pendant des heures, j'imagine. pendant des semaines. Ils ont dû répéter cette séquence-là. Je me demande s'ils l'ont tournée plusieurs fois, comment ça marche, mais c'est très impressionnant en termes de réalisation. Ça marche incroyablement bien, ça crée du réel. La Marina nous dit, je n'avais pas remarqué que c'était un plan séquence. Ben oui, il faut le savoir pour se rendre compte. L'histoire en elle-même, ça dure 4 heures, donc on est pris parce qu'on a envie de savoir. On a vraiment l'impression que c'est la réalité. C'est très frappant comme série. Je pense que c'est l'une de celles qui mérite d'être regardée sur ce début d'année 2025. Série anglaise. Je pense qu'il y avait une masseuse sur le plateau pour l'épaule du caméraman, parce que franchement, oui, ça doit être chaud. Ouais. Bon, après, oui, ils ont tout un équipement normalement. Mais par contre, c'est là aussi la question qu'on se pose, comment ils font après, entre guillemets, au montage, pour stabiliser, si jamais, peut-être que c'est croppé, j'en sais rien, pour réussir à avoir les bons angles, ce genre de choses, ou alors non, vraiment, il n'y a rien du tout. C'est très impressionnant, c'est effectivement une chorégraphie, Rachel. Sébastien Schipper nous dit Big Mich l'a fait sur 2 heures avec Victoria, ça vaut le coup d'œil. Ouais, mais c'est des démarches et ce qui a du sens en réalité, parce qu'on pourrait se dire bon, c'est un exercice de style, je regarde ça par curiosité, et effectivement c'est la raison pour laquelle je l'ai lancé, mais derrière ça a du sens puisque ça crée du réel. C'est ça aussi qui est impressionnant là-dedans. Et c'est très très bien joué du coup. Hein. L'analyse du jeu des acteurs est impressionnante à travers ça, comme c'est très intense, les émotions sont fortes, il fallait réussir à les transcrire sans avoir droit à la deuxième prise. Ça nous impressionne forcément. Après, tout ce qu'on fait en matinale, vous savez, c'est en une prise aussi. Hein, donc nous, on est habitués à ça, on sait le faire. De répéter, oui. je pense. Ah bon La télé répète sur les lives. Les lives ont le droit à leur petite répétition avant. Voilà, pour celles qu'on a regardées, qu'on a suivies. Après, il y a le cinéma. Alors, cette semaine, je vous ai rajouté ce que je n'avais pas fait la semaine dernière, les bandes annonces, donc vous pouvez voir les affiches ici et juste en dessous. Toutes les bandes annonces, vous cliquez sur la petite flèche là et vous pouvez les regarder les unes derrière les autres pour vous rendre compte de peut-être, alors si vous êtes sensible aux bandes annonces, mais je trouve que c'est déjà un exercice de silencieux, moi j'aime bien ça, le sujet qui vous intéresse le plus, donc pas mal. Je ne vais pas vous les lancer ce matin en matinale, d'autant plus qu'on se fait striker à chaque fois qu'on lance une bande annonce sur nos replays. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Moi j'en ai repéré 3. Les Baudins, je sais que c'est celle qui t'attire le plus, toi. C'est vraiment, je l'ai mis en dernier parce que clairement, je crois que j'ai pas lancé la bande annonce. C'est le genre de film qui m'attire pas, mais qui attire du monde. Hein. J'ai regardé toutes les bandes annonces. Même les Baudins, t'as regardé ? Ouais. Waouh. Et conscience professionnelle. Ça, ouais. Bon, après, c'est peut-être ce qui va faire le plus d'entrées. Hein. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qui nous a tenté plus que ça ? Alors, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. C'est plus ou moins rangé en fonction du nombre de salles dans lesquelles les films seront présents. Plus ou moins, puisque les Baudins, je l'ai mis en dernier. Celui-ci, je ne m'attendais pas à grand-chose. La bande-annonce est ultra bien faite, parce que ça m'a donné très envie de voir le film. Ouais, moi aussi, étonnamment, parce que quand je vois le titre, je me dis que, bof. Mais vraiment, pour le coup, ça m'a fait penser à La promesse de l'aube de Romain Gary. Et sur ce côté, il y a une mère qui a tout fait pour son fils. Il est né avec un pied beau. C'est vraiment son fils chéri. Elle va tout faire. Elle va se battre pour qu'il passe la vie la meilleure possible. Elle va lui donner toutes les clés. Elle va l'accompagner. Il grandit. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une mère comme ça ? C'est un peu le sujet. Et le petit garçon, pendant qu'on essayait de le soigner, il s'est beaucoup attaché à la figure de Sylvie Vartan, à ses musiques. Donc il y a un truc là-dedans, de l'attachement. De la mère et du fils qui grandit, comme on fait. Ça m'a vraiment plu. Puis t'as cette espèce de côté romanesque qui fait penser à La promesse de l'aube, qui est un livre que j'ai vraiment adoré. Et donc du coup ça fait partie de mes 3... Ouais, la Marinette me dit on peut laisser Aline de laisser trop, évidemment. Oui, je suis en train de le faire. Ça fait partie des 3 qui me tentent bien. Donc je suis assez d'accord avec Gimish qui dit j'ai un peu peur de Leila Bekti âgée. Effectivement, c'est surprenant quand tu la vois grimée. Bon, aussi parce qu'on la connaît bien, vu que c'est une actrice française. Des fois, on a ce genre de cas de figure avec des acteurs étrangers, on se pose moins la question. Blanche-Neige, donc très adaptation, comme on le voit beaucoup avec des acteurs d'une histoire que l'on connaît bien. Ouais, avec des acteurs qu'on connaît bien, parce que Lily Collins et Gal Gadot, du coup... On a envie de voir Gal Gadot en méchante reine. Moi, je n'ai pas plus de hype que ça sur le... Mais j'ai pas non plus de petite fille qui a l'âge d'aller voir le film. C'est ça. Les images sont quand même super impressionnantes. C'est vrai que moi, je suis comme toi à la base.
pas spécialement attiré par toutes ces adaptations. Je me dis, mais j'ai déjà vu le dessin animé, vous voulez pas me faire quelque chose d'original? Et en vrai, c'est aussi un exercice de style, il faut pas être négatif systématiquement par rapport à ça. Ça a l'air très très bien fait, c'est très américain, c'est très commercial, évidemment, mais une fois passé cet avis-là que l'on connaît déjà, avant d'avoir lancé... Avec des enfants, oui, je pense que c'est formidable. Ouais, ça a l'air chouette, hein, ça a l'air d'être un gros travail, une belle réalisation. Moi, j'ai vraiment un souvenir ému de Maléfique. Ça nous en avait mis plein les yeux avec les enfants et c'était un super moment. Mais c'était aussi une création. Maléfique ne racontait pas la même chose que La Belle au Bois dormant. Debo nous dit, mais je crois que les nains sont super moches. Mais dans la vie aussi. Oh là. Non, je me suis trompé. On continue avec La Cache, l'avant-dernier film, je crois, avec... son nom m'échappe. Oui. Ah, toi aussi? C'est fou quand même. On ne connaît non, mais que c'est lui. horrible en fait, en plus de ce. Michel Blanc, voilà. C'est horrible de se tromper là-dessus. Oui, avant-dernier film avec lui, si je crois bien, parce que je crois qu'il y a encore un film qui n'a pas encore été diffusé. C'est ça. La bande-annonce ne m'a pas attiré plus que ça, mais on est content de le retrouver, c'est surtout ça. Eh ben en fait, ça fait partie de ces films où je me dis je serais vraiment contente de voir ça à la télé, mais j'ai pas plus envie que ça de me précipiter pour le voir au cinéma. Je me souviens plus du pitch. C'est une histoire entre un petit garçon et son grand-père. Ah oui, ouais. Ça a des liens aussi avec le fait que le grand-père se soit... Si j'ai cru comprendre ça, peut-être c'est une erreur, mais quelqu'un s'est caché pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, il y a cette histoire-là, effectivement. Voilà, tu m'arrêtes quand tu veux, parce que là, je vais juste les lister comme on fait tous les... Oui, tous les lundis, après on ne connaît pas tout nécessairement. Vermiglio, par exemple, je ne m'en souviens plus. C'est une histoire c'est une histoire pendant la guerre. Il y a une jeune femme qui tombe amoureuse d'un Italien qui a traversé les montagnes pour éviter la guerre, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, et il va finir par l'abandonner. On va éviter d'être brouillon. Je vais lister les jeux et tu vas me dire maintenant lesquels sont les trois autres que tu retiens. Le suivant... Attends, je les liste juste très rapidement. Donc, Lumière, l'aventure continue. Alto Nights. Ensuite, Prosper avec Jean-Pascal Zadi. Magma. Hans Zimmer, un film sur le réalisateur de musique, un documentaire. Aïcha. Baby, et puis Les Baudins, c'est ceux qu'on a repérés, il y en a d'autres évidemment, il y a des ressorties, il y a des films plus confidentiels aussi, donc toi, Lumière, l'aventure continue, ça t'a attiré également? Ouais, c'est une compilation, j'ai perdu le nom du réalisateur qui a fait cette compilation, qui est un grand réalisateur, qui a fait une compilation des images restaurées, prises par les frères Lumière, et ça met en valeur le début du siècle. Ça a l'air magnifique, j'ai vraiment envie de voir ça, et puis surtout pour tout ce qui est déjà des trouvailles de réalisation qu'on peut voir toujours, en fait, qui sont toujours d'actualité. Il y a des travelling, la bande-annonce montre déjà beaucoup de choses, j'ai trouvé, et avec aussi beaucoup de commentaires laudatifs d'autres réalisateurs du genre excellent, signés par plein de réalisateurs qu'on aime bien, mais ça fait vraiment envie. The Alto Nights avec Robert De Niro. Moi j'ai regardé la bande-annonce, on voit Robert De Niro jouer deux rôles, ça m'a pas impressionné. Moi en regardant ça, j'ai eu le sentiment de bizarre, mais il y a des raisons évidemment. Alors la bande-annonce, elle est hyper léchée, et moi, même si je suis un peu également sceptique sur le fait qu'un même acteur puisse incarner deux personnages différents, là on est sur une histoire vraie qui s'est passée entre deux parrains de la mafia. Moi déjà, ça a déjà fait 50% de ma hype, le pitch, mais le fait qu'on ait choisi le même acteur pour les deux côtés de cet affrontement, je me dis... Alors la petite interprétation facile et rapide, c'est de se dire, c'est évident que c'est parce que d'un côté ou de l'autre, les rôles sont interchangeables, et du coup, on a choisi de prendre le même acteur pour souligner ça. Je pense que c'est une interprétation qui est un peu trop simpliste et facile, mais j'ai envie de voir. Et la bande-annonce, elle est prenante. Du coup, même si ça me fait étrange, j'avoue, je me dis que ça doit être mais même pour l'acteur, ça doit être assez incroyable d'avoir joué ces deux rôles. Je veux voir comment il s'en sort, je veux voir comment le réalisateur s'en sort, je veux voir si ça fonctionne. Ça attise ma curiosité de pourquoi ce choix, comment il a été mis en œuvre. Voilà, d'autres films également, on va peut-être pas s'attarder sur tous. Je peux quand même dire, moi, Magma, la bande-annonce, elle m'a rebuté. Carrément. J'ai pas eu envie de voir ce film. Ok, avec Marina Foïs, voilà pour ce qui sort. Donc Big Mich, Guillaume nous conseille notamment de regarder Brutalist, donc c'est pas cette semaine, mais on l'a toujours pas vu effectivement, qui lui a vraiment plu, et il déconseille à Aïcha qui lui a pas parlé dans les sorties de cette semaine, mais je sais qu'il va aller voir Les Baudins, ça c'est tout à fait son type de cinéma, et il y a des chances qu'il nous en reparle en disant ne loupez pas Les Baudins, en plus c'est Part en vrille, c'est ça, ouais, ça fait envie, le sous-titre fait envie aussi. Est-ce qu'il a eu un double cachet?
De Niro. Je sais pas. Hans Zimmer, moi je suis curieux aussi, j'aime bien. J'ai appris un truc parce que du coup j'ai regardé, j'ai lu son Wikipédia, tu vois. Attends, je me dis, bon, je vais pas voir le film, mais je vais lire le Wikipédia quand même d'Hans Zimmer, qu'on connaît bien pour toutes ses musiques de films. Et j'ai appris en fait qu'il fait partie, tu sais, un peu comme Hergé sur Tintin, c'est-à-dire qu'il a un groupe de, je sais plus, 200 personnes, de 270 personnes qui travaillent dans son studio, Ah oui, c'est une démarche plus collective. Et en fait, de temps en temps, il va prendre les mélodies créées par d'autres, mais c'est toujours lui qui est indiqué au générique des films. Donc il a un studio, plein de monde lui propose différentes mélodies, et celle-ci c'est bien, et puis après il les développe, hein, j'imagine, il met sa patte, mais il n'est pas tout seul pour composer ses musiques de films. C'est le Hans Zimmer and Friends. Je sais pas, j'en sais rien, j'ai découvert ça. Voilà pour les films du cinéma aussi. On va rarement au cinéma, nous, mais c'est plutôt un regret. Un jour, quand on sera riche en temps libre, oui, on ira toutes les semaines. C'est cette richesse-là qui nous manque. Bah, c'est toute une organisation pour nous. Hein. Clairement, quand on va au cinéma, c'est l'activité de la journée. On ne peut pas faire grand-chose d'autre. Et pour l'instant, on n'a pas l'occasion de pouvoir consacrer une journée dans notre semaine à ça. On termine avec les bandes dessinées que nous avons repérées. Donc, des semaines assez calmes, je trouve, en ce moment. Alors, ceci dit, la semaine dernière, j'avais dit que rien ne m'avait attiré plus que ça. J'ai été faire un tour à Paris puisque je devais rendre visite à mon employeur, à l'équipe, et de ce fait, je me suis arrêté dans une boutique de bande dessinée et j'ai feuilleté plein de BD qu'on avait évoquées très rapidement et j'ai eu envie d'en lire plein de celles qui étaient sorties la semaine dernière. J'en ai pas prise. Ah oui, mais c'était d'avant celle-là. J'en ai pas pris. J'avais un petit sac aussi. Je pouvais pas amener les grandes BD. J'ai vu celle, tu sais, qui était adaptée du livre de Pierre Lemaître. Et je l'ai feuilleté, ça m'a donné envie, mais j'avais pas la place dans mon sac pour la glisser, donc je l'ai pas prise. On commence par regarder les sorties de cette semaine. Il y en a quelques-unes, comme à chaque fois, je vous donne ensuite le lien vers le site de l'éditeur sur lequel généralement vous allez pouvoir feuilleter quelques pages. Donc, Casterman, Rhume, alors rien ne m'a attiré spécialement, je vais passer assez vite sur chacune d'entre elles. Comme une fleur, c'est chez Delcourt, la collection Mirage, c'est une très belle collection celle-ci, et on est dans cette fameuse catégorie de bande dessinée du réel. Il y en a beaucoup des BD dites du réel en ce moment, c'est-à-dire celles qui servent de témoignage sur un thème, une cause donnée, en fonction de la qualité de la bande dessinée, de l'auteur et du sujet. Parfois on passe d'excellents moments. Après, je vous avoue, c'est pas celle vers laquelle j'ai le plus envie, ça c'est personnel, d'aller. Actuellement, j'ai plutôt envie de m'évader que de lire les histoires souvent difficiles. Celle-ci, c'est une histoire d'amitié, une enquête sur un scandale horticole. Donc on n'est pas sur quelque chose on n'est pas sur un trouble comme on a plein, tu sais, des bandes dessinées sur une maladie, un trouble, une épreuve difficile, mais on est sur un reportage dans le monde horticole. Et alors c'est chatoyant. Voilà, beaucoup de couleurs. Je ne suis pas sûr que j'aime vraiment beaucoup le style, pour tout vous dire, mais là, vous allez voir des plantes. Entre une partie de verdante, par exemple, entre deux parties de verdante, vous pouvez lire cette bande dessinée-là. Surtout qu'elle a des passages qui donnent des informations sur les plantes elles-mêmes. Moi, j'ai tout regardé. Celle-ci, elle est intrigante parce qu'il y a cette espèce de couleur hyper saturée, de chatoiement, et puis de... Tout l'espace est occupé, quoi. Vraiment, t'as pas de blanc dans les cases, quoi. Ouais, mais tu vois, j'ai parfois ce sentiment-là. Et ça me fait un petit effet too much, peut-être. Ouais. J'ai ce sentiment parfois de manque de mouvement. Tu sais, je l'ai souvent évoqué dans ces passages-là. C'est-à-dire que j'aime bien, moi, parfois... Ça continue, juste un tout petit peu après, il y a ce genre de planches. Ça, c'est chouette, ça. Où on vous montre les plantes, on vous en dit un peu plus. Un peu à la verdante, justement, la comparaison est bonne. Des bandes dessinées qui sont parfois un peu... illustratif finalement plus que qui crée de l'action et dans lequel on s'attache aux personnages. On a l'impression de voir des personnages qui sont vraiment dessinés, ça ne sort pas du dessin, le mouvement ne se crée pas dans notre tête. C'est de l'illustration Playmobil, moi j'appelle ça. Mais c'est volontaire de la part de l'auteur, en disant ça je dis pas que c'est raté, je dis juste que pour moi ça me parle un peu moins par rapport à mes goûts personnels. Ensuite Savane, donc une bande dessinée sur des gâteaux a priori. Marie, le récit d'une GPA, donc là de nouveau on est reparti dans des bandes dessinées du réel. Je vous ai dit que ça ne m'attirait pas énormément en ce moment, il y en a pas mal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, il y a plein d'autres types de bandes dessinées actuellement. Là aussi ce qui est un peu surprenant pour avoir lu les premières pages, c'est l'illustration est agréable, on se met bien dans l'histoire grâce au dessin, mais il y a une voix off qui appartient à un personnage qui n'est pas présent dans la BD, et ça c'est surprenant comme choix.
Alors là, je peux vous le montrer qu'en tout petit, comme ça. Là-dessus, c'est pas très pratique à l'écran de se rendre compte, mais c'est, voilà. De loin, ça a l'air joli. De près, là, je me rends pas compte, c'est un peu loin. Mais oui, les illustrations m'ont plutôt plu. La thématique, elle est passionnante, elle est intéressante quand on a envie de s'y plonger, de se documenter. C'est pas mon envie du moment tout de suite. Il y en a beaucoup des bandes dessinées qui nous plongent là-dessus, beaucoup de reportages et de documentaires. La suivante m'a... Elle avait l'air tendre. Enfin, c'est ça que je voulais... c'est ça. Oui, non, mais c'est ça qui me... Après, le sujet m'intéresse en soi, donc c'est pas le genre de choses qui me tomberaient des mains, mais je vais pas faire la démarche de l'acheter. Moeb sur le parking, une série sociétale aussi. Je pense que le thème est un peu sociétal, on suit un personnage. Là, il me semble, de mémoire, parce que des fois on oublie un peu, mais que le dessin que j'ai trouvé intéressant. Neutralité de la sortie, c'est pas ça que je cherche. Où est-ce qu'on voit le dessin? Ouais, je ne sais pas si j'ai regardé ça. Je crois que je l'ai pas regardé. Ah. Bon. Je vois plus. Parce que peut-être il n'y a pas moyen de feuilleter. Hein. Il me semble que si, parce que je l'ai feuilleté. Comment on fait? Je ne sais plus. Lire la suite. Hop, non. Bon, c'est pas grave. Mais si, j'ai lu le début. Tu as peut-être lu sur la Fnac ou Amazon. Je sais plus. Ensuite, ça va, non, c'est pas attardé dessus, mais j'ai pas grand-chose à en dire de plus. Et les 3 dernières, donc Parker, Tokyo ces jours-ci, c'est le tome 3. Je vous mets rarement les tomes 2, 3, 4 des bandes dessinées parce que bon, ça fait beaucoup de trucs à relire et c'est des suites de séries. Là, j'en ai mis plusieurs. Et notamment Guerre et Dragon, c'est presque celle qui m'a le plus attiré. Ouais, pas moi. En fait, c'est parce que c'est complètement... Je suis curieux en réalité, c'est par curiosité. Je dis pas que c'est un truc qui à de base m'attire, mais le thème est rigolo. On est dans des bandes dessinées historiques, dans des domaines historiques, et au milieu de ça, il y a un dragon. Il y a des dragons qui se bagarrent, qui font partie des armes utilisées lors de guerres, de grandes guerres. Le tome 1 se passe, on est quoi, la Première Guerre mondiale, c'est ça? Je sais plus si ça dépend, c'est pas forcément les mêmes périodes. Je sais plus si c'est Première ou Deuxième Guerre mondiale ce que j'ai regardé. Ouais, mais je crois que les histoires sont indépendantes. En fait, mais il y a des dragons au milieu, tu te dis, c'est curieux, et j'ai lu des critiques de personnes qui ont dit, étonnamment, ça marche bien. Okay. Donc, alors là, c'est de la BD grand spectacle avec des histoires, des dessinateurs qui sont différents à chacun des tomes. C'est publié par Soleil, c'est un éditeur qui fait en général de la BD grand spectacle. Je serais curieux en fait de le parcourir. Je vais pas l'acheter non plus, mais je serais curieux de parcourir pour voir qu'est-ce que c'est que cette idée originale de coller des dragons dans des événements historiques. Pourquoi pas? Ça a l'air marrant en fait. Ouais, moi ça m'a pas spécialement attiré, mais bon, c'est un principe de mettre du fantastique dans quelque chose d'historique qu'a pu faire Pierre Pével par exemple et que j'aime bien d'habitude, mais je suis restée hermétique quoi, ça m'a parlé pas. Et parmi ce que tu as montré, j'ai eu la surprise aussi par cœur, j'ai regardé les images et j'ai eu ce petit truc de je crois que j'ai je sais pas, un truc avec la vue sur l'illustration où je me suis dit ça c'est pénible à lire. Ah d'accord, mais là il n'y a pas beaucoup d'extraits non plus sur ce site. Pourtant si, là j'ai réussi à feuilleter... c'est parce que là-haut il y a un truc. J'ai réussi à feuilleter le début et oulala, tout ce nom... Enfin il y a un truc d'illustration où c'est pas confortable pour moi. Peut-être il faut vraiment que j'aille vérifier ma vue. Je suis un peu loin de l'écran donc je me rends pas compte d'où est le lien pour pouvoir cliquer. Mais lire l'extrait? Non, lire l'article, non je sais pas. Je sais plus. Il y a un feuilleté quelque part qu'on n'arrive plus à voir là ce matin en matinale, mais qui doit être présent sur la page, parce que tous les deux on les a vus, ces pages-là. Donc voilà, pour Parker, 1969, on nous dit que c'est la suite d'une série qui existait déjà. Alors, sur le chat. Peut-être que vous, justement, ce parti pris graphique qui peut vous plaire, sachez que c'est hyper sombre, hyper contrasté. Et... Après, c'est personnel, ce rapport à l'image est très personnel. Mais ça m'a fait de l'effet. Je me suis dit, pas pour moi, même sans aller plus loin, quoi. Dring nous parle de La Meute de Grégory Delaunay. Steve nous dit qu'il a lu un grand petit tome de Zanzim, ça date un petit peu, celle-là il me semble. Ah non, c'est l'auteur de Podum, c'est peut-être que je confonds les deux. Des histoires originales et bien mises en image, merci pour vos conseils également. On arrive sur la fin. On a lu ça de cette émission. Non, pas tout à fait, parce qu'on a lu une bande dessinée. J'avais oublié. On a acheté... Beneath the Trees. Oui. Ouais, Nobody Sees. On en avait parlé, je vous avais dit, ça m'attire pas plus que ça. Et puis en fait, en réentendant parler plus tard, j'ai eu envie de le prendre. Et comme je suis passé dans une librairie, c'est difficile de sortir d'une librairie sans acheter un truc. Je sais pas si vous y arrivez, j'en suis absolument incapable.
Donc cette bande dessinée-là, pour la pitcher très rapidement, on est dans un univers avec des petits animaux mignons, très sympathiques, on a l'impression que c'est un livre pour enfants. Mais le thème de l'histoire, pas du tout. On n'est pas du tout dans un livre pour enfants, on est... Si tu veux, en 4 mots, je te le résume. Tu veux dire Dexter parmi les 4 ? Ah ouais, c'est Dexter chez les Sylvanian. Voilà, c'est exactement ça, mais c'est vraiment Dexter. En fait, le personnage principal, on l'apprend assez rapidement, je ne suis pas en train de vous spoiler, c'est un tueur en série, une tueuse en série. Donc on va suivre ce personnage dans un univers très sylvanien avec que des petits animaux qui ont l'air tous très très sympas parce que cette ville est mignonne comme c'est pas possible. Tous ces personnages sont adorables, ils ne disent que des choses gentilles, mais l'un des personnages prend sa voiture, s'en va dans une autre ville pour procéder à des crimes horribles. Et alors c'est horrible parce que vous avez ce qu'il faut comme hémoglobine et comme personnage coupé en morceaux. Voilà pour cette histoire assez surprenante. Moi j'ai adoré, franchement, le découpage en morceaux, en carré là, c'est tellement improbable. C'est tellement improbable. Et évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu pour ce personnage à qui il va arriver des aventures. Je ne vais pas du tout vous les décrire, mais c'est assez surprenant. Dans l'ensemble, l'histoire, c'est plutôt anecdotique, c'est plutôt ce mélange en fait qui est rigolo en soi. L'édition n'est pas terrible, j'étais assez surpris par ça. C'est Ankama qui fait ça pourtant, c'est un éditeur de renom, mais alors on a des pages qui sont imprimées... T'as l'impression que... moi j'ai eu quelques petits problèmes sur des textes notamment qui sont flous. T'as vu ça ? Alors moi j'ai déjà dû mettre mes lunettes pour lire tellement c'est écrit petit. Ouais, c'est écrit alors petit, quand c'est pas hyper flou, agréable. je me dis toujours que c'est moi et pas le livre. Après c'est une traduction, donc normalement les textes ont été revus derrière, donc c'est assez bizarre ce problème, parce que c'est que le texte qui est flou. Je regarde, je vais pas vous dévoiler des choses. C'était le texte. Que le texte qui est flou. Pour avoir fait parfois quelques bandes dessinées éditées, il y a des moyens quand même pour essayer d'éviter ce genre de problématique. Sur une traduction, c'est bizarre d'avoir eu ce type de problème. Alors là, on est vraiment dans un livre qui mélange la mignonnerie avec l'horreur du meurtre, quoi. Non, mais ça, c'est très surprenant, c'est très agréable. Mais pas édulcoré. Vraiment, ça découpe, quoi. Et les dessins sont sympas, mais je n'ai pas été non plus incroyablement touché par les dessins. C'est très maîtrisé. Parfois, j'avais du mal à reconnaître les personnages. Je ne suis pas sur un coup de cœur, mais c'était rigolo à lire. Non, c'est très maîtrisé, il manque quelque chose, je trouve, sur le dessin. Là, je suis vraiment un peu trop critique, peut-être, parce que quand même, dans l'ensemble, c'est très bien fait. Voilà, on s'est amusé à lire. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça chouette. C'est ça, c'est le bon moment, mais pas coup de cœur, quoi. C'est un très beau livre. C'est dommage ce petit problème de flou à certains endroits. Moi, quand je faisais des bandes dessinées, je ramenais tout à moi. Mais on me demandait pour le texte spécifiquement d'avoir du 1200 dpi, donc avoir une image très très grande pour que ça soit très très chouette, parce que je fais mon texte à la main. Mais là, ça doit être du texte vectoriel normalement. Ça doit être une police de caractère qui a été utilisée. J'aurais pas la réponse à ce mystère du texte flou sur quelques pages. Voilà pour les bandes dessinées que nous avons découvertes, celles qui sortent, les films, les séries, le programme de la semaine. On a plein de choses à regarder. Les vidéos de la semaine dernière. Ouais, exactement. D'autant qu'il y a des séries, il y a des films qu'on n'a pas encore regardés. Je voulais regarder celui avec Millie Bobby Brown, je ne l'ai pas encore vu, celui-là. Donc on va essayer de le regarder cette semaine. On vous en reparlera lundi matin. Forcément, on ne peut pas tout faire au fur et à mesure. Ça prend du temps, tout ça, mais nous, ça nourrit notre semaine, ça nous amuse. C'est un contenu que j'aime bien, celui du lundi, parce que c'est aussi une promesse de bons moments qu'on va passer ensemble. C'est la fin de cette émission. On vous souhaite à tous une très bonne journée. On vous donne rendez-vous donc normalement cet après-midi, si j'ai la validation de l'éditeur, pour le jeu Paper World. Demain en matinale avec Shadi Torbet. Voilà pour le programme de nos prochains rendez-vous. Ouais, on peut faire rapidement. Mercredi, matinale du GBL. Mercredi après-midi, live événementiel sur Opération Zèbre. Jeudi, les actus ludiques. Vendredi matin, matinale avec la boîte de jeux. Chouette programme. Bonne journée, bonne semaine à tous. Et à bientôt. Ciao.